4 ans pour ça? Sérieusement? Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens sur mon avis sur la suite du film d'Alexandre Astier, Kaamelott, premier volume, la suite de la série culte en 6 saisons, 6 livres qui traçaient l'histoire du roi Arthur Pendragon et de ses chevaliers de la table ronde en quête du Saint Graal. Il y a eu la suite 10 ans après, donc la fin de cette série que j'avais trouvé vraiment très bon. Il y avait ce côté épique, grandiose, évasé, là où dans la série, c'était vraiment cadré très serré, avec cet aspect intimiste, un peu comme au théâtre. Là, dans les films, il y a plus d'espace, plus de personnages à l'écran, plus d'images par seconde, et comme c'est le côté cinéma et non série télé, il y a mis les moyens en termes de montage, de cadrage et d'effets spéciaux. Et c'était du grand spectacle. Le premier volume était un film à grand spectacle, un film qui te faisait découvrir de multiples paysages, la mer, le désert, la montagne, les plaines, et il y avait un sous-titrage qui accompagnait ça et qui nous permettait de nous situer dans l'espace et le temps. J'avais beaucoup aimé ce premier volume, mais Kaamelott, deuxième volume, partie 1, je l'ai trouvé très moyen, et je suis resté sur ma faim. Je vais essayer d'être mesuré, mais cette suite ne m'a pas pleinement satisfait, contrairement au premier, qui encore une fois était très bon et avait ce côté épique, spectaculaire. Alors oui, peut-être est-ce exagéré de dire que c'était vraiment spectaculaire et époustouflant, bluffant, mais néanmoins il était captivant, mieux rythmé, plus complet et plus généreux. Ce deuxième volume, partie 1, était pour moi un peu, était un peu plus vide. Déjà, premier aspect qui m'a dérangé, c'est Arthur, je le dis. On en parlera en partie spoil dans 5 minutes, mais comment dire, Arthur est l'une des choses qui m'est déçu. Lancelot aussi, très décevant, Lancelot. Et on va en parler du côté aventure, donc même s'il y a des points positifs dans le côté aventure, parce que c'était un peu la promesse du film, ça reste quand même un peu décevant globalement, donc je suis un peu déçu globalement de cet aspect aventure, pour la simple et bonne raison que les petites aventures, ou tout du moins les voyages et pseudo-quêtes établies et accomplies, ou non accomplies plutôt, au-delà du fait que bah, c'est pas très intéressant, par moments c'est un peu lourd, un peu pâteau, j'ai envie de dire: «Oh là là, c'est un peu lourd les quêtes, franchement, ça aurait pu, aller un peu plus loin et puis proposer, un peu mieux». Il y a juste quelques passages qui sont cool, avec un groupe de personnages, mais par rapport à la promesse de base, enfin, après c'est selon moi, c'est peut-être moi qui me suis trop hypé, ça reste très peu. En fait, bah, c'est, comment dire? C'est juste un groupe de personnages, qui va faire quelque chose, mais c'est voilà, c'est peut-être ce que disait mon père au début mon père en sortant de la sortie plutôt, il me disait que, bah, que c'est comme si on avait vu, 35 épisodes de la série et que le format était donc, comment dire? Bah, il était un peu redevenu comme à l'époque, de la série, quoi. Mais avec le côté, grandiose, grand spectacle, cinéma, l'aspect réalisation et un peu, avec les effets spéciaux et puis la mise en scène, le niveau réalisation qui, se démarquait par rapport à la série M6. Mais ça m'a aussi un peu donné ce sentiment-là, en fait, donc OK, je lui ai dit: «OK, c'est ça reste cool» et ça m'a fait dire, au final, que par rapport au premier volume, il y a quand même ce côté un peu mid, voilà, malgré tout. Donc, alors il se passe des choses, il se passe des choses, mais il n'y a pas de rythme, c'est un peu mou, voilà, c'est un peu mou, j'ai trouvé. Après, tout n'est pas à jeter, il y a un peu de, comment dire? De fanservice, des clins d'œil ici et là, et à ce niveau-là, c'est très fin, pas grossier et ça sert le récit, pour quelques détails et c'était plutôt plaisant. Mais globalement, au niveau de l'histoire, du reste de l'histoire, ça traîne et ça traîne et à la fin, la fin du film est bâclée. La fin est bâclée parce qu'il n'y a pas de bon payoff, il n'y a pas de cliffhanger et aussi enfin si, il y en a qui vont dire: «Oui, si, il y a un cliffhanger». Bah, après oui, mais il y a peut-être un enfin, pour moi, c'est j'appellerais pas ça vraiment un cliffhanger, c'est vraiment, bah, je m'attendais à autre chose en vrai, parce que la fin est quand même, il se passe quand même en fait, le film démarre assez tard et il y a un mou au milieu, et il se passe des choses à un moment, on établit des quêtes, après il y a un mou au milieu et à la fin, ça c'est un peu plus dynamique, un peu plus, consistant, mais le problème, c'est qu'on te laisse, là-dessus, quoi. Tu te dis: «Ah 2h20 pour ça» et aussi on nous a greffé des tonnes de personnages qui n'ont rien à dire, rien à faire. Les jeunes, les filles de Caradoc, le fils de Lot et d'autres seigneurs, la plupart jouent mal, j'ai trouvé. Il y a ce côté comédie qui a toujours été, certes, la sève donc de la série,
Mais dans la série, c'était des grands adultes, et il n'y avait pas de jeunes, sauf Yvain et Gauvin. Mais eux jouaient parfaitement bien, je trouvais. Les scènes avec les jeunes, par contre, c'est des discordes, des moments où eux-mêmes ont l'air largués, médusés et dépités. Mais il y a des moments où, vraiment où ils sont en mode «Ah bon? Comment ça? Vous êtes sûr?» Et après vous allez me dire: «Bah ouais, mais c'est Kaamelott, hein, c'est la série, donc logiquement, et typiquement trop de scènes comme ça ne servent à rien à l'œuvre. En fait, c'est ça quoi, c'est une tartine de gras. Alors oui, le gras, c'est la vie, d'après le seigneur Caradoc, et je suis entièrement d'accord avec lui, mais avec modération, tu vois? Mais là, trop de scènes ne servent à rien quoi. Le côté aventure, on en viendra en partie spoil encore une fois dans 2 minutes, mais je suis assez, enfin pareil, je suis resté sur ma faim quoi. Je ne sais pas si je devais en attendre trop peut-être. Alors oui, certes, dans la série, dans les 3-4 premières saisons, c'est des mini-quêtes gaguesques, et le succès n'est jamais au rendez-vous quoi. Mais là, dans les films, il y avait la promesse de on y va, c'est parti, on va chercher des indices, on est sur la route, on est ensemble, avec de bons compagnons, et non quoi, il n'y a pas grand-chose, enfin, enfin si, ça avance, mais c'est que, avant, bah, c'est le rythme quoi, c'est le rythme et puis le fait que le film est pas trop garni en termes de, enfin, il y a beaucoup d'intrigues, beaucoup de personnages, mais c'est juste qu'en fait, ça ne va pas à l'essentiel. Ça ne va pas à l'essentiel, et quand ça va à l'essentiel, bah, ça cut, ça, et puis on reste là-dessus. Alors qu'il y a pas grand-chose à le film ne raconte pas grand-chose, il est pas trop complet pour moi. Donc après je suis mauvaise langue, et il y a un groupe qui part chercher des indices, donc de ce côté-là, c'est bien, mais j'en attendais plus, et aussi plus d'Arthur. Alors il y a des missions plus importantes qui sont là, et dans laquelle certains personnages ont une fulgurance, mais j'attendais un peu plus, enfin je sais pas comment dire, je m'attendais à plus de scènes quoi, ben, et et puis en fait ça arrive très tard en plus. Après Perceval, donc Perceval, bon, ce n'est pas un spoil, il est absent du film, du moins Franck Pitiot n'a pas voulu revenir, mais pour moi il sera bel et bien de retour dans la suite. Et ce qu'il disait Astier, donc il y a de ça quelque temps, ce que disait Astier était un peu faux, ou tout du moins il aurait pu trouver une autre façon de formuler ça, mais bon, on en parlera après. Et ce qui est dommage aussi, c'est que malgré ça, il y a des scènes qui m'ont fait rire, quoi, vraiment. Il y a toujours des scènes qui ont. Et il y avait matière à greffer d'autres scènes drôles qui fonctionnaient bien avec moi. Même si les passages avec les jeunes, encore une fois, même si encore une fois, je suis qui pour juger, enfin, je suis jeune aussi, mais ils sont assez. Contrairement à Yvain et Gauvin dans la série, eux, ils sont un peu plus gênants. Alors après, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais c'est peut-être parce que le cadre a changé et que depuis le livre 5, c'est plus sombre, plus dark. Là maintenant on est sur de la dark fantasy, on en reparlera aussi, et comme d'un côté il y a la dark fantasy, la nécromancie, tout ça, et que on est enfin sur quelque chose où enfin Arthur est d'autant plus mis à l'épreuve, enfin même si on ne le ressent pas trop pour l'instant, il y a quand même quelque chose qui se prépare, la tempête une tempête se lève, donc c'est pour ça que tu penses que ça aurait mérité avoir un peu moins de vannes et d'aller à l'essentiel. Et je vous dirais que bah oui, logiquement, c'est ça. En fait, c'est moi qui, à travers vous, bah, le formule comme ça. Et c'est pour ça que je suis en partie déçu. Il y a des passages avec des effets spéciaux, avec des entités fantomatiques qui sont chouettes. Même si pareil, je m'attendais à mieux, pas en termes d'effets spéciaux, car ça fait le café, c'est propre, mais en termes d'incidence et d'interaction. Et en résumé, donc encore une fois, le rythme et même le montage me laisse perplexe. Euh, Très belles photos, très beaux effets spéciaux, mais très mauvais rythme et mauvais dosage de vannes. Ma hype suite au premier volume était telle que je m'attendais à plus de moments épiques, et que que les personnages rencontreraient des êtres étranges, fascinants, repoussants, et qu'ils rencontrent des alliés, des ennemis, et plus d'indices quoi. Enfin après, non, au niveau des indices, encore une fois, c'est très bien, finalement, mais c'est juste que bah au niveau de la résolution, c'est assez. C'est pas trop ça non plus. Je voulais plus. Alors oui, encore une dernière fois, pas de méprise. Il y a quand même des indices pour trouver le Saint Graal, mais on ne sait pas toujours, on sait toujours pas si c'est une bonne ou enfin une mauvaise piste. Il y a une chose qui me fait dire que c'est bien une bonne piste, mais j'en parlerai en partie spoil. Et bon, après j'ai beaucoup parlé, donc ça fait 10 minutes qu'on parle. On passe en partie spoil. Partie spoil, suite à la chute de Camelot, et donc du coup la destruction du château, Lancelot se sauve, Arthur et Guenièvre viennent vivre en Carmélide,
on a le classique Arthur désabusé, renfermé et très peu coopératif. Un magicien vient à sa rencontre pour lui dire qu'une tempête se prépare car les dieux sont toujours offensés. Et comment dire, bah, Arthur doit changer le cours des événements, le cours des choses. Et on apprend très vite que le seigneur Bohort de Gaune préside la nouvelle table ronde avec tous les seigneurs qui n'arrêtent pas de se chamailler comme de vulgaires énergumènes, comme des gamins, quoi. Un peu comme. On est un peu en France, quoi. C'est un peu en France, quoi. C'est des gamins qui sont au pouvoir, des gamins ou des lâches. Mais bon, après, on me dira, c'est un peu ça. Donc il y a même un gosse, qui est le seigneur Trevor, il me semble. Le seigneur Trevor qui veut tuer son cousin, je crois. C'est l'un des running gags qui m'a laissé un peu de marbre à la fin. Au début c'était drôle, mais puis à la fin ça m'a un peu laissé de marbre, tellement que le film ramait un petit peu, enfin du moins l'histoire globale n'avançait pas trop, ça ramait un peu. Et l'histoire, c'est des personnages qui essayent de trouver, donc comme je disais, des indices pour dénicher le Graal, d'autres qui s'attribuent des quêtes pour les titres, la gloire, la légende, le prestige, etc. Et un groupe tente même d'aller dans le camp paumé du seigneur Lancelot pour le débusquer et l'oxyre. Courageux, dévoué, ou juste stupide, à vous de me dire. Et Arthur, qui est quasiment absent du film, donc il part replanter Excalibur et ne la replante pas. Il la reprend pas. Alors moi je m'attends à ce qu'il essaye de la récupérer dans le 3 plus tard dans le film, dans le prochain, et qu'il constate qu'elle n'y est plus. Ou alors peut-être qu'il constatera qu'elle n'y est plus en d'autres circonstances, enfin, on verra peut-être. Donc je vous laisse deviner qui pourrait la récupérer néanmoins, mais ça c'est un fantasme, donc comme c'est un fantasme, donc je ne pourrais pas le voir. Hein, quoi? Comment? Non, rien, rien, rien du tout. Mais ça reste un fantasme de fan. Mais sinon, le nouveau druide ou magicien arrive à Camelot, enfin, pas à Camelot, mais enfin, si au début on le voit à Camelot, et il dit oui, je suis arrivé dans les ruines de Camelot et j'ai vu des mauvais présages, sire, écoutez. Et après, il arrive en Carmélide. Il lui annonce qu'il a lu un mauvais présage et que quelqu'un veut lui nuire. Donc, du coup, il envoie Clovis, Cornillac, Guillaume, Gallienne en Orcanie, puisque apparemment ce serait donc sa sœur, sa demi-sœur, Anna, qui voudrait le tuer. Donc, sachant que le roi Lot et les autres ont disparu, donc il veut les retrouver pour être sûr que ils ne mettent pas, qu'il ne puisse ne rien arriver. Donc il les envoie, du coup il envoie Clovis, Cornillac, Guillaume Gallienne et puis un autre. Je vais même pas essayer de revoir les noms parce que je m'en fous. Les noms je les prends de tête, on verra après. Pour tuer Lot et sa demi-sœur, pour s'assurer que eux ne l'assassinent pas lui. Sachant qu'il y a aussi Christian Clavier, donc pareil, je m'excuse, mais flemme de retenir les blazes. Même si je crois que lui il était dans le tome 5, il me semble, dans la saison 5. Celui qui, selon lui, il l'aurait laissé sur le carreau et aurait mis les voiles, on ne sait où. Et dans le lot, il y avait le roi Lot, le père Blaise, le seigneur Galecin et le seigneur Dagonet. Et c'est tout, je crois. D'ailleurs, il y a m'évanouit, évanoui. Donc tu retires le M, m'évanouit, tu retires le M, évanoui. Voilà, complètement. On ne sait pas où elle est, et voilà, tant pis. On s'en fout. Je trouve déjà perso que cette partie de l'intrigue de la mission d'aller débusquer le roi Lot et les siens, on y passe un peu trop de temps, je trouve. Mais la finalité, enfin du moins que c'est pas qu'on y passe trop de temps, mais c'est que c'est pas important et que ça met du temps à arriver. Mais après la finalité, eh bien, elle est très bien, car il y a un retournement de situation et le groupe, je crois, tue une des femmes, il me semble. Enfin, du moins, il arrive à la blesser gravement. Et je parlais de fanservice, donc on utilise cette expression à outrance dans le milieu des réseaux, mais en même temps c'est approprié. L'une d'elles se prend le pied dans un des engins de torture que Vennec avait présenté à Arthur dans la première saison, et on a aussi un passage à la taverne avec une tarte qui est dure comme une brique, ce qui rappelle l'épisode avec la tarte aux myrtilles de Dame Célie, et un autre avec le groupe qui part rechercher le Graal, qui évoque un vieux bonhomme mystérieux, ce qui rappelle Perceval et sa façon à lui de qualifier les vieux de mystérieux. Ça m'a plu, c'était trop cool, franchement j'ai trop aimé ça, ça m'a beaucoup plu. Et aussi ce qui m'a plu, c'est le fait que certains se lancent
et partent à l'aventure, mais vraiment. Donc même si ça et que au début j'étais très comment dire, très satisfait par ça, au final, je me suis dit: «Bon après c'est cool, c'est pas des petites promenades de santé», mais je voulais en avoir plus. J'étais content de ça, mais je me suis dit: «Ah quand même, je suis un peu déçu parce qu'il y en a pas plus», et Arthur est un peu en retrait, même trop en retrait, et en plus, les jeunes jouent mal, mais en même temps, le fait qu'il y en a qui sont dévoués et un peu courageux, au final je me dis: «C'est cool». Ils se lancent, ils partent à l'aventure et au moins essayer de trouver des indices. Voilà, ils font pas du surplace. Même si, avec les jeunes, encore une fois, c'est un peu lourdingue car leur performance, d'acteur du moment n'est pas trop folle, voire un peu, déplorable carrément. Et la quête du dragon opalescent, il me semble, c'est du détail, mais c'est un des actes de haut fait de Elias, le druide, dit le pourfendeur du dragon des neiges. C'est dans sa description, dans son CV, je crois, à un moment, donc il dit: «Ouais, le pourfendeur du dragon des neiges». Donc c'est sympa, mais en même temps, ce passage avec les gamins, enfin les gamins, qui suis-je pour dire, cela, les gamins? Mais ce passage est amputable. En fait, c'est juste une succession de vannes et le groupe rencontre juste, quoi? Un esquimau? Ou je ne sais même pas, enfin elle ne sert à rien. Ah si, elle dit, c'est une trappeuse des neiges et puis la vanne, elle fait, «Vous êtes quoi? Vous êtes comme moi, une trappeuse?» «Ignominie! Comment oses-tu? Nous ne sommes point des trappeuses!» C'est quoi des trappeuses? Voilà, il emploie le féminin, donc c'est dire à quel point c'est léger. Spoil, il y avait moyen de enfin, il y a des pistes qui, pouvaient, donc, avaient matière à comment dire? Des pistes qui avaient matière à mettre un peu plus d'humour, comme par exemple, donc, la mère et la tante, donc, qui arrivent. Elle, donne la fameuse potion, de fécondité à Guenièvre, et Guenièvre ramène un moment les jumelles du pêcheur, donc, 2 des maîtresses d'Arthur, voilà. Et elles se sont dit: «Ah bah, on va pouvoir faire le bébé, l'héritier, allez c'est parti!» Et moi je m'attendais trop qu'il y ait une scène un peu légère, un peu comique, un peu décalée, où elle arrive à bien à le faire boire la potion de fécondité, et que, bah, ça enfin je sais pas, qu'il y ait dans la façon de montrer, que ce soit un peu drôle. Il y a un peu matière à faire ce genre de choses, et en fait non, ça ne mène à rien. Donc après, Arthur dit quand même à Guenièvre: «Oui, jamais je ne laisserai, Lancelot me prendre, dont j'ai le plus cher». Enfin, je l'ai très mal formulé, mais jamais je ne lui laisserai prendre ce qui m'est cher. Et après, il y a la scène un peu lourdingue parce que Guenièvre elle fait: «Quoi? Je comprends pas», et du coup, bah, il la répète pas, donc c'est un peu classique, mais c'est vrai qu'il l'avait jamais formulé comme ça. Et en fait, non, c'est vrai que le passage de la fécondité ne mène à rien, un peu dommage parce qu'en termes d'humour, ça aurait pu être un peu plus loin. Un peu juste, il aurait pu déraper, glisser. Je crois qu'il y avait déjà ça dans la série, où il se comportait un peu comme un fauve et il était un peu ouh 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 et puis, super, hyper actif. Mais au final, ça mène à rien. Alors qu'il y avait, matière à faire plus de comédie, et ça aurait été plus, sympa. Ils auraient dû remplacer ça par, et ils auraient dû mettre ça à la place donc des jeunes, quoi. Et autre point décevant, c'est Arthur, encore une fois, il ne part pas à l'aventure. Perceval est absent du film. Après, vous allez me dire: «Ouais, mais c'est pas étonnant, Franck Pittiot a dit pourquoi il ne revient pas. Il a dit qu'il ne se retrouvait pas avec, le personnage le personnage dans le film, donc via le scénario, et qu'il s'en inquiétait, et qu'au final, c'était ce qu'il, redoutait, donc que ça allait pas lui plaire, et qu'il préférait donc, se retirer du film», et voilà. Oui, mais lors d'un échange avec, Samuel Etienne, donc le présentateur, Samuel Etienne, il me semble que Astier a précisé que Franck, Pittiot ne revient pas, mais que Perceval a sa place dans le film et qu'il est dedans, quoi. Donc je m'attendais donc au moins à une voix off, donc que Perceval, donc qu'on entende la voix de Franck Pittiot en voix off, qui joue, Perceval, et qu'il enregistre une voix off pour le passage de la lettre. Parce qu'il fait écrire à la lettre qu'il fait écrire à Arthur au moment où il part pour la Sicile. Et non, c'est juste, Arthur, c'est Astier qui lit. C'est juste, Alexandre Astier qui le lit. Donc il dit, qu'il part, lui chercher le saint graal et revient d'ici 2 semaines ou 15 jours à la rigueur, donc la vanne est cool. Mais, j'avais suivi l'actu Kaamelott, via la chaîne du coin de Thibaut, donc, aussi je crois, et il partageait les news, sur Perceval et Franck Pittiot, et pareil, il disait que techniquement Perceval a un moment dans le film, même si, Franck ne revient pas. Donc, qu'est-ce que ça implique? Ça implique juste que Perceval est bien mentionné dans le film? Bah oui, on s'en doutait qu'il y aurait Perceval qui serait mentionné dans le film, mais c'est pas une surprise. Donc, il donne des nouvelles via une lettre, mais en même temps il y a pas de voix off de, Franck Pittiot. Donc après, je suis juste, surtout triste, qu'il n'y soit pas, mais après, Perceval reviendra dans la suite, c'est une certitude.
D'autant plus que dans la première saison, il devrait y avoir donc du progrès, sachant que Arthur leur avait dit que dans la première saison, pour Caradoc et Perceval, il y aurait donc du progrès, enfin, une avancée. Donc c'est ce que Arthur leur disait, et que selon la Dame du Lac, Perceval donc, a un gros potentiel et qu'il aura des histoires qui lui seront dédiées et qu'on parlera longtemps de lui à travers les siècles. Donc Arthur qui disait que niveau réussite et prestige, ça ramait quoi, et que ce n'était pas fou, mais que ça allait arriver un jour. Et là on y est presque. On le voit déjà avec Caradoc et Perceval, et de son côté, qui fera sûrement des dingueries. Arthur, donc lui, encore une fois, il fait rien, il fait pas grand chose. Sa scène de qui part à l'aventure. C'est juste un discours noble et engageant sur les bienfaits que procuraient les quêtes, mais le fait qu'il n'y prenne pas part m'a un peu dégoûté, je me suis tapé un somme pas possible, parce que la fulgurance qu'il avait à la fin du premier face à Lancelot et avec Excalibur, le fait qu'il prenne part à cette délivrance, à la destitution de Lancelot, pour ne pas au moins redonner un espoir aux autres, et reprendre et reprendre la couronne, donc après qu'il décide de ne pas reprendre son titre de roi, après 10 ans de tyrannie, il dit ouais on ne veut plus de roi, ça a du sens, mais Arthur est apprécié par le peuple, donc ça a du sens, c'est fidèle au personnage, mais après le premier volet, je voulais en voir plus. Donc Lancelot, déçu, il passe son temps à se cacher, il essaye de parler à son père, le roi Ban, car la forme spectrale qui vient du monde des esprits s'avère être le roi Ban, mais il ignore tout le long, et ça mène à rien quoi. Tu peux l'amputer, du moins tu peux en mettre qu'un petit peu, mais c'est trop allongé. Et Méléagant pareil ne sert à rien, tu peux le dégager, hein. Et Sabernoch a beau être impressionnant et bien fait, on reste un peu sur notre fin aussi, hein. Je m'attendais à ce que Lancelot sorte et vienne le braver, mais non, il se cache comme une tafiole. Ok. Dans l'œuvre, Lancelot est courageux en fait, hein. À ce niveau de l'histoire, il est sournois et ardent. Là, il se cache et puis Sabernoch qui disparaît, laissant un triple faux magique, mais qui à coup sûr va le posséder, un peu comme Jane Foster avec Mjolnir. Donc ça va sans doute le tuer. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on apprend que Lancelot pratiquait de la nécromancie, et il y a la quête de Merlin qui est de détruire le fameux laboratoire secret dissimulé sous les catacombes de Camelot. Donc ils détruisent le matériel, mais sont piégés car Merlin n'a pas pensé à prendre une autre boule qui les téléporte. Donc je me suis dit, ça y est, Merlin sait faire autre chose que des tisanes. Et non, évidemment que non, car ils doivent traverser des barreaux, après ça date de la série où tout était déjà établi, donc j'ai fait mon deuil, franchement que Merlin soit nul, mais on l'aime quand même, voilà. Mais bref, Lancelot manipulait des forces qui le dépassaient, la Dame du Lac part pour la Sicile avec Caradoc et compagnie, pour trouver des indices, donc génial, mais pareil, c'est trop peu, tout est à dose homéopathique en fait, c'est des miettes de pain, et je me suis étouffé car elles étaient trop fines, hein, ces miettes de pain, et ça gratte la gorge, quoi, je fais... il faut boire un verre pour faire passer le tout. Mais ouais, c'est des miettes de pain quoi. Mais bon, ils finissent par partir et on apprend que Caradoc fait le même rêve qu'Arthur avec le bateau qui vogue vers la Méditerranée et coule. Entre-temps, ils trouvent des indices et partent en direction de Portus Albus, il me semble, pour atteindre donc un établissement qui s'appelle, une île, où ils vont trouver un lieu, un site qui s'appelle les Trois Fontaines, et le site où ils sont supposés trouver d'autres indices aux Trois Fontaines. Donc il y a des pistes fraîches pour le Graal, mais en fait ils se font capturer et Venec qui les a emmenés se barre. Donc entre-temps la Dame du Lac est réintégrée par les dieux dans le plan astral et prévient Arthur qu'il doit lire son courrier, ainsi il apprend la nouvelle et part avec Guenièvre. Mais là le bateau coule et Arthur voit quelque chose et on ne sait pas quoi. Donc, et c'est la fin du film, voilà. Donc si c'est un personnage, on peut penser à Venec, parce qu'il vient de partir et il se peut-être se croiser, ou peut-être Caius, mais Caius ça me paraît un peu bizarre. Donc on verra plus tard, mais on verra. Ce que je disais en fait sur le fait que c'est une bonne piste, c'est que la Dame du Lac regagne le plan spectral, enfin le plan astral, donc ça a l'air d'être concluant et pertinent. Et comme je disais, malgré tout la fin reste bâclée, expédiée, là où la dernière partie rendait enfin le film captivant et intéressant. Mais ça s'arrête, ça cut. Trop dommage quoi, le film reste mid et très moyen. Donc après la suite arrive dans un an je crois, donc c'est pas 3 4 ans. Mais en gros voilà, ce que j'ai pensé de Camelot, deuxième volume, partie 1. C'est très moyen, un peu vide par moment, l'humour ne fait pas toujours mouche, et il est moins épique, moins impressionnant.
que le premier, en dépit de Ban et de Cybernock. J'ai 2 ou 3 petites théories, mais j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo complémentaire, sur Arthur, Lancelot et Perceval. Mais ouais quoi, 4 ans quoi, 4 ans pour ça, pour si peu. Parce qu'encore une fois, niveau action, c'est faible. C'est Clovis Cornillac et les autres en Orcanie venus débusquer Lot qui ont la fulgurance du film, là où dans le premier c'était Arthur. Sinon, outre ça, les personnages, les passages avec la Dame du Lac, Caradoc et d'autres au milieu, il ne se passe pas grand chose d'intéressant outre ça. Mais c'est comme si on avait voulu étirer un petit bout de confiture sur une tartine bien trop grande, et au final, t'as envie de dire je ne pourrais pas avoir un peu plus de confiture pour ma longue tartine? Et qu'on te réponde non. Bah du coup, ta tartine elle est un peu fade, sans saveur quoi. C'est dommage, c'est un peu vide, pas très consistant, mid, moyen quoi. Le film fait plus de 2h20 et on les ressent passer quoi. Elle ne passe pas inaperçue. Elle passe pas inaperçue, c'est long, c'est un peu long. Bon, on pense quand même que la suite sera plus épique. Sur ce, bah bisous, donc, et à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé, et à très vite pour de nouvelles vidéos en ma compagnie.